Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis d'Amérique et donc de la naissance d'une nation libérale qui est en fait pas mal inspirée du modèle anglais. Alors, normalement, vous avez déjà vu la vidéo sur la guerre d'indépendance et la Révolution américaine. Là, on va vraiment s'intéresser uniquement aux liens, aux choses qu'on peut retrouver du coup du côté anglais, du côté américain, et puis voir si finalement, oui ou non, ce nouveau régime, cette nouvelle république des États-Unis, était-elle bel et bien la terre des libertés. Alors pour commencer, oui, les États-Unis d'Amérique, c'est bel et bien un régime libéral qui est fortement inspiré du modèle anglais. Et la première idée qu'il faut avoir en tête, c'est celle-ci. Si la guerre d'indépendance et la révolution américaine se font en opposition à la couronne britannique, cette rébellion se fait aussi en s'inspirant des idées libérales distillées par les philosophes anglais et en suivant bon nombre de principes politiques adoptés suite à la glorieuse révolution. Si on regarde déjà la déclaration d'indépendance qui a été signée le 4 juillet 1776, on trouve écrit que chaque homme a des droits inaliénables, qu'on ne peut donc pas lui enlever, qui sont la vie, la liberté, l'égalité et la recherche du bonheur. Ces éléments, qui sont repris dans la Constitution de 1787 et précisés à nouveau dans la Déclaration des droits en 1791, avec les libertés de la presse, de réunion, de pétition ou encore de religion, rappellent indéniablement le Bill of Rights britannique ainsi que l'habeas corpus. Les Américains sont aussi protégés de toute forme d'arbitraire dans le domaine de la justice. On ne peut pas les enfermer sans raison, faire de perquisitions déraisonnables, et on doit leur garantir un jugement impartial, autant d'idées qui étaient déjà pleinement inscrites dans les habeas corpus de 1679. La Constitution américaine de 1787 s'inspire elle aussi profondément de la Bill of Rights, avec les idées de séparation des pouvoirs et de souveraineté populaire. Ainsi, le Congrès dispose du pouvoir législatif, tandis que le président a le pouvoir exécutif. Tous les deux sont élus au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les plus riches peuvent voter, c'est aussi simple que ça. La Cour suprême, seule, dispose du pouvoir judiciaire, et donc on retrouve finalement l'équilibre des pouvoirs qui a été décidé à Londres, où on avait le Parlement de Westminster, rappelez-vous, qui était le seul détenteur du pouvoir législatif, tandis que le roi conservait le pouvoir exécutif. Autant de principes que George Washington, qui a participé à la rédaction de la Constitution, doit garantir quand il est élu premier président des États-Unis d'Amérique le 30 avril 1789. Il n'a alors de cesse de chercher à renforcer l'adhésion des Américains au gouvernement fédéral. En effet, le pouvoir central ne dispose pas de tous les pouvoirs et une large part de liberté est laissée aux États. Washington pacifie également les relations avec l'Angleterre, développe le commerce extérieur tout en menant une politique internationale isolationniste pour protéger cette nation naissante. Durant tout le XIXe siècle, ce seront les fondements de la puissance américaine. Le modèle libéral américain fait rêver. En Europe, beaucoup saluent ce vent de liberté qui a soufflé outre-Atlantique. Seulement, tous les Américains ne sont pas concernés par les promesses de Washington, Jefferson et les autres, et nombreuses sont les populations qui restent exclues du rêve américain. Premièrement, le suffrage censitaire exclut de facto la majorité de la population. En ne donnant le droit de vote qu'aux grands propriétaires terriens, les femmes et les pauvres ne peuvent participer à la vie politique. Seul le New Jersey avait donné le droit de vote aux femmes et il est bien vite retiré en 1807. Et seuls deux États, le Kentucky et le Vermont, avaient opté pour le suffrage universel masculin blanc. La République américaine est donc une oligarchie, seul un petit nombre de personnes gouvernent pour le reste du pays. Mais les Blancs ne sont pas les seuls exclus. Sur près de 4 millions d'habitants aux États-Unis, on compte 20% d'esclaves. Tous les pères fondateurs ou presque ont des esclaves et la situation semble normale pour eux. Et si l'esclavage avait été temporairement aboli en 1776, il ne l'est pas dans la Constitution et le nombre d'esclaves dans les États du Sud ne cesse de grandir. Cette situation ne prendra fin dans le sang que par la guerre de sécession au milieu du XIXe siècle et la victoire des États du Nord devenus abolitionnistes. Enfin, une population est non seulement délaissée, privée de toute liberté, mais soit même contrainte de fuir des terres occupées depuis toujours. Ce sont les Indiens, qu'on appelle les natives en américain. Les Anglais avaient interdit aux colons de franchir la Proclamation Line. Avec l'indépendance américaine, en 1783, cette barrière saute et la conquête de l'Ouest débute. De nombreuses guerres opposent les Indiens aux colons qui ont soif de nouvelles terres et de richesses. Les Indiens perdent la guerre et sont forcés d'accepter en 1830 la loi de déplacement des Indiens qui les exclut de tous les territoires habités par les Blancs. Ainsi, l'esprit de la Révolution anglaise s'est diffusé rapidement, d'abord par les Lumières, puis dans les colonies américaines pour aboutir à la naissance des États-Unis d'Amérique. Ces idées continuent de circuler et vont contribuer fortement à l'éclatement de la Révolution française. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, pensez bien à faire le petit questionnaire associé, et à très bientôt en classe.